Bonjour, c'est Alexis pour les Santé du Réel. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo qui va inaugurer une nouvelle rubrique à poil, à plumes et à écailles. Aujourd'hui, donc, on va parler de malbouffe. Chez nous, on le sait bien, la malbouffe est déjà... elle fait part de notre vie depuis des années. Enfin, en effet, on se nourrit très très mal. La vie est stressante, alors c'est plus facile de manger une saloperie, quelque chose de rapide. Mais aujourd'hui, c'est pas de notre alimentation qu'il s'agit. Ce sera l'alimentation de nos amis les bêtes, nos amis les animaux. Et donc pour ça, j'accueille une spécialiste. C'est Sylvia Kramer. Bonjour Sylvia Kramer, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, merci, je vais bien. Merci pour votre accueil. De rien. Alors en fait, toi tu vas nous parler donc d'un phénomène très peu connu, c'est la malbouffe chez les animaux. Autrement dit, pour toi, donc en fait, on donne vraiment donc aux animaux une alimentation qui n'est pas tout à fait cohérente pour eux. On le sait, déjà nous on se nourrit mal, mais on oublie souvent que les animaux, eux aussi, ont en fait un estomac, des intestins, ils sont constitués plus ou moins comme nous, et donc ils n'ont pas ces mêmes besoins. Alors, qu'est-ce que tu entends toi par malbouffe ? Je me permets de parler de mon expérience, Oui. En premier lieu. Il y a quelques années d'ici, donc en 2008, jusqu'en 2008, je faisais partie des consommateurs classiques. Donc, j'achetais des croquettes et de la pâtée pour mes animaux. Et bon, ça se passait plus ou moins bien. Et puis, en 2009, nous avons accueilli un chien donc, qui venait d'un refuge, Oracle. Et sa santé s'est dégradée assez rapidement, malgré le fait qu'on donnait les croquettes du vétérinaire. Donc j'avais vraiment le sentiment que je mettais tout en place pour pallier aux problèmes de santé que développait Oracle, et rien n'y faisait. Je voyais que ça se dégradait de plus en plus. Donc j'ai interpellé ma vétérinaire qui vraiment a fait tout ce qu'il fallait à ce niveau-là. Et puis un soir, j'étais vraiment désespérée parce que je voyais que sa santé était mise quand même dans la balance. Et je suis allée, excusez-moi, mais sur Docteur Internet, si on peut appeler ça comme ça à l'heure actuelle. Donc j'ai voulu prendre quelques renseignements sur des forums et des sites anglais, parce que là il y a énormément d'informations sur la nourriture pour les animaux domestiques. Et j'ai tapé, je me souviendrai toujours, j'ai tapé cette phrase les effets délétères de la nourriture industrielle pour les animaux domestiques, donc en anglais. Et là il y a tout un monde qui s'est ouvert. J'ai lu une partie de la nuit, mais j'étais vraiment offusquée de ce que je découvrais, que quelque part je contribuais inconsciemment à la dégradation de la santé de mon chien, et j'ai voulu en savoir plus. Donc j'avais un flot d'informations, c'était tout à fait confus entre ce qu'on nous disait et ce que je faisais, enfin c'était vraiment confus. Je ne savais pas où j'allais. Et puis, à un moment donné, je me suis posée et j'ai acheté un livre, le livre de Tom Lonsdale, qui est maintenant sur Internet, qui est traduit. Il y a un de ses livres qui est traduit en français. Et j'ai lu un autre livre du docteur Billinghurst, donc c'est un Australien, donc qui sont vraiment les vétérinaires précurseurs du BARF. Donc le BARF, qu'est-ce que c'est ? C'est la nourriture crue, adaptée à la physiologie des carnivores domestiques. Et là, j'ai commencé à rechercher. Des mois et des mois et des semaines pour avoir suffisamment d'informations que pour pouvoir aider Oracle et avoir les bonnes informations pour pouvoir le nourrir de façon équilibrée et adaptée. Parce que c'était mon souci, je voulais changer la nourriture de mon chien, mais en étant consciente qu'il était important que la nourriture soit équilibrée pour sa santé. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, ben voilà, j'étais forte de mes lectures et de tout ce que j'avais appris, parce que je suis au départ une chercheuse, et j'ai essayé avec Oracle. Donc, je vais peut-être un peu choquer les auditeurs, mais je suis allée dans un magasin et j'ai acheté de la viande crue, en l'occurrence un poulet cru, ce fameux poulet cru qui est tant fustigé par les vétérinaires à juste titre, je vous le dis tout de suite, parce que tout ce qui est cru est très dangereux, cuit, pardon, est dangereux pour les carnivores. Oui, parce qu'on dit toujours que le poulet voilà, apporte des vers, c'est pas bon. Exactement. Mais à partir du moment où le poulet, en l'occurrence les os de poulet, sont crus, c'est parfaitement assimilé par un carnivore qui a fait une transition graduelle et lente. Donc je suis allée chercher ce poulet et je l'ai donné à Oracle. Et là, dans ses yeux, j'ai vu de la joie.
Il a pris le poulet, il l'a mangé en entier, et il ne s'est rien passé. Je veux dire, il l'a mangé, il l'a assimilé. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. Les chiens sont des carnivores opportunistes. Et mes chats sont des carnivores stricts. Ils ne sont pas faits comme nous. Donc c'est important de leur donner une nourriture adaptée à leur système digestif. Et là, au cours de mes lectures, j'ai appris, mais c'est quoi une nourriture adaptée à la nature digestive d'une personne ou d'un être vivant? Mais ça se définit selon 3 critères. Les mains, le système digestif, les organes de préhension, le système digestif et les dents. Et je me suis aperçue qu'en fait, mon chien ne me ressemblait pas du tout au niveau physiologique. Donc fatalement que la nourriture devait être différente et ne devait pas être assimilée à quelque chose qui est comparable à notre nourriture. Donc les croquettes, il faut savoir, tout d'abord, je ne suis pas contre les croquettes, je suis pro-barf, ce qui est différent. Mais je vais parler un peu des croquettes. Donc, les croquettes, c'est une nourriture cuite, donc c'est mort. Donc à partir du moment où cette nourriture est cuite, à de très hautes températures, tous les éléments, je veux dire, nutritifs sont dénaturés. Donc les fabricants sont obligés d'apporter des vitamines, etc. à cette nourriture qui est dénaturée par la chaleur. Deuxièmement, il n'y a plus d'enzymes. Donc les enzymes, c'est la vie. Et troisièmement, il y a beaucoup d'éléments qu'on apporte à cette nourriture qui ne sont pas vraiment consommables. Donc il y a beaucoup de viande 4D. Je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans, mais c'est clair que la composition n'est pas toujours celle qu'on croit. Ce sont les restes qui viennent de notre propre consommation. C'est ça. Donc ce que nous, on ne mange pas. Ce n'est pas mauvais en soi, mais malheureusement, la façon dont on stocke ces aliments ne favorise pas qu'ils restent sains. Donc il y a tout un processus que je vous invite vraiment à aller voir sur Internet. Il y a énormément d'informations sur la malbouffe, en l'occurrence en ce qui concerne les croquettes. Mais surtout, je vous invite à vous informer au sujet du barf, parce que c'est ça le sujet de cette vidéoconférence, de cette vidéo. C'est de parler, comment dirais-je, de promouvoir la santé de nos animaux à travers une nourriture adaptée. Donc voilà. Et donc Oracle a été nourri au cru. Et tout s'est bien passé. Mais alors Oracle, en fait, comment est-ce qu'il a appréhendé cette nouvelle nourriture? Je suppose que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Effectivement. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai lu quand même pas mal d'informations. Je ne me suis pas lancée à l'aveuglette dans le nouveau mode alimentaire d'Oracle. Et pendant que je lisais, donc effectivement, j'ai jeté les croquettes. Et parce que bon, j'étais persuadée, je sentais que c'était plus juste pour moi de faire ça et que je nuisais quelque part à la santé de mon chien. Donc j'ai fait une période de transition. Donc au départ, j'ai cuit. Donc j'ai fait ce qu'on préconisait auparavant, donc un tiers de viande, un tiers de riz, un tiers de légumes. Donc il a mangé ça pendant quelques semaines, le temps que je lise et que j'engrange suffisamment d'informations, que pour être certaine que ce que je faisais était juste. Parce que je voulais, encore une fois, je me vais me répéter, mais je ne voulais pas mettre sa santé en déséquilibre, parce que je sais à quel point que c'est important d'équilibrer la nourriture, que ce soit celle de nos animaux ou la nôtre. Donc voilà, après cette période de transition, que je conseille également, surtout chez les chiens âgés, autant chez les animaux, les chiens et les chats plus jeunes, une transition courte ou pas de transition du tout, vous pouvez avoir de très bons résultats, mais pour les chiens et les chats âgés, je vous conseille vraiment une transition, parce que je le vois auprès de mes clients, quand les personnes veulent aller trop vite, il y a ce qu'on appelle des crises de guérison. Donc diarrhée, vomissements, etc. Une sorte de rejet, quoi. Une sorte de rejet qui est un processus normal, mais les gens pensent, à travers ces symptômes, que les animaux sont malades, alors que c'est un processus tout à fait naturel, c'est le corps qui rejette les toxines. Mais pour que ça soit beaucoup plus soft, il vaut effectivement mieux faire une période de transition. Comme j'ai fait pour Oracle, donc j'ai cuit pendant un moment. Et un beau jour, j'ai décidé que j'étais prête. Donc effectivement, pour lui, comme il avait déjà de la viande de moins en moins cuite avec le temps, je suis passée au cru, je veux dire, après un mois ou 2. Donc ça s'est très bien passé, mais il avait été préparé. Ça s'est fait incidemment. Au départ, je n'avais pas décidé cette transition. Mais après mes recherches, je me suis dit que quelque part, j'avais été bien intuitée de le faire. Voilà. En somme, revenir au cru, c'est un petit peu revenir à la source, puisque bon, dans la nature, les animaux ne cuisent pas leurs aliments, que je sache. Donc voilà, donc effectivement, comme tu dis, c'est une réhabitude, se réapproprier son corps finalement, hein, enfin en tout cas pour l'animal. Exactement. Dans la nature, il n'y a aucun animal qui cuit sa nourriture, c'est une évidence. Et une petite anecdote, il y a une expérience qui a été faite
au début du siècle par des chercheurs dans des zoos. Donc, ils ont commencé à cuire la nourriture des grands carnivores. Ils sont soit tombés malades ou ils sont morts avec le temps. Et donc, il y a eu tout un processus de réflexion par rapport à ça. Et ils sont aperçus en fait que la cuisson dénaturait tous les nutriments, les protéines, etc. et qu'il n'y avait plus d'enzymes dans la nourriture. Donc, tout ça pour dire que plus c'est cuit, plus c'est dénaturé, plus le corps aura difficile de l'assimiler, de l'éliminer aussi, et d'en tirer profit. Donc, chez les animaux sauvages, il est exclu, ou quasiment exclu, qu'ils reçoivent une nourriture qui est trop dénaturée par rapport à leur nourriture d'origine. Ils tombent malades beaucoup plus vite que nos animaux. Je ne sais pas par quel processus, un peu comme nous, j'imagine, ils s'habituent à la malbouffe. Et bon, ils arrivent à vivoter plus ou moins bien, un peu comme nous d'ailleurs. Mais au bout du compte, je me suis aperçue que voir un animal en santé, mais vraiment en santé, avec le poil brillant, pas de problème de dents, pas de problème aux oreilles, enfin rien, pas de problème articulaire, je ne l'ai vu qu'en nourrissant mes animaux au barf. On en a 5 de carnivores, donc 3 petits carnivores stricts que sont les chats, et 2 petits carnivores opportunistes que sont les chiens. Donc on a 5 animaux à la maison, ils sont en parfaite santé et je n'ai jamais vu des animaux resplendissants, que ce soit au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau de l'humeur, même vibratoire, si on peut parler ça comme ça. Ils sont vraiment en pleine santé à tous les niveaux. C'est spectaculaire. Il faut vraiment le voir pour le croire. Et donner soi-même la nourriture crue aux animaux pour voir l'effet que ça a sur le psychisme, sur le mental, sur l'affectif, sur le seuil de joie, etc. C'est comme nous, en fait. D'une certaine manière. D'une certaine façon. Il te remercie, quoi. Exactement. Voilà. Le corps dit merci. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pareil pour nous. Je veux dire, quand on mange fast-food, etc., je n'ai rien contre. Mais plus on se nourrit de ça, plus notre énergie descend à tout niveau. Et plus on se nourrit de nourriture qui est adaptée à notre système digestif, plus on se sent mieux, plus on a de l'énergie, moins on a les idées noires, etc. Donc c'est lié, les croquettes, c'est le fast-food des chiens et des chats. Et des furets maintenant aussi. Il y en a pour fourrer. Pour fourrer, oui. Tout à fait, il y en a pour fourrer. Ça, je ne savais pas. Oui, je ne savais pas non plus, mais en lisant, j'ai découvert. Il y a aussi des croquettes pour furer. Et alors, par rapport toi aux croquettes, donc il y a quelque chose que on parlait justement avant l'interview, c'est que, alors il y a quelque chose que tout le monde fait plus ou moins, c'est de laisser les croquettes pour le chien, pour le chat, toute la journée, toute la soirée, pour qu'il ait un petit quelque chose à croquer. Mais toi, tu penses que c'est pas très bon. Quel est ton avis là-dessus ? Je vais parler de mon expérience. Donc effectivement, j'ai toujours eu des chats et je laissais les croquettes à demeure comme c'est noté sur le paquet en fait. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et puis quand j'ai fait transiter notre chatte, j'ai continué à laisser la nourriture à demeure effectivement, et je me suis rendu compte qu'elle avait des reflux. Et puis j'ai continué à lire parce que je suis une chercheuse et donc je suis allée sur les sites qui parlent du barf, de la nourriture crue. Et là ils expliquent, et effectivement ça l'expérience m'a montré que c'était vrai, ils expliquent qu'en fait un carnivore dans la nature déjà pour avoir la nourriture il doit fournir un effort. C'est vrai. Il doit chasser. Ça ne lui est pas servi, à part les charognards, ça ne leur est pas servi sur un plateau. Donc il doit fournir un effort. Pendant qu'il fournit cet effort, tout l'organisme est déjà préparé, que ce soit physiologiquement, psychologiquement, à recevoir la nourriture. Les sucs digestifs commencent à s'activer, etc. Donc il y a tout un processus que les chats n'ont plus l'occasion de vivre, les chats ou les chiens. Donc ça, ils vivent déjà dans un milieu artificiel. Alors quand vous leur laissez le buffet à volonté, donc comme je vous expliquais, c'est pas naturel au niveau physique, mais je veux dire, ils ont constamment la nourriture dans l'estomac. C'est comme si le buffet était ouvert 24 heures sur 24. Et tout organisme a besoin d'un moment de repos, de toute façon. Et si vous voulez faire une transition chez un chat ou chez un chien, donc pour aller de la nourriture classique, commerciale, vers le barf, il y a une chose que je vous préconise, parce que je le vois dans ma clientèle, c'est là que les gens ont le plus difficile, c'est de donner à manger à leurs animaux 1 fois ou 2 fois par jour. C'est largement suffisant. Idéalement, pour un chien, c'est même 1 fois. Mais ça dépend, encore une fois, des races, du seuil d'activité, de l'âge du chien, etc. Ça dépend de plusieurs facteurs. Mais un jeune chien en bonne santé,
une fois par jour, même les chats en bonne santé, une fois par jour. C'est largement suffisant. Et s'en portent beaucoup mieux. Et si je parle du barf, je ne parle pas des croquettes et de la pâtée, etc. Alors on parle de nourriture crue pour les animaux, mais qu'est-ce que toi est-ce que tu as, disons, le menu idéal pour tes animaux, à toi en tout cas, qu'est-ce qu'ils aiment bien en général manger, quel est le menu qu'ils adorent que tu leur fasses? Je vais peut-être expliquer ce que c'est que le barf, Ouais. la nourriture crue Ouais, bien sûr. physiologiquement adaptée pour les animaux carnivores domestiques. Le principe est le suivant. Le principe est de se calquer sur le modèle de la nature, donc c'est-à-dire de reconstituer une proie en allant chez le boucher. Donc le prédateur, quelque part, c'est nous. Et le pourvoyeur, c'est nous. Donc, reconstituer la proie, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on apporte au chien ou au chat des muscles, des abats, une part de légumes pour les chiens, un peu de fruits aussi pour les chiens, pas pour les chats, ce sont des carnivores stricts, et des os charnus. Les os charnus, c'est le thème avec lequel les gens ont le plus de problèmes émotionnels déjà, parce qu'il y a tous ces mythes qui font croire que les os sont dangereux pour les chiens. Oui, effectivement, certains os sont très dangereux. Oui. Il ne faut pas donner n'importe quel os. Ça, c'est très important. Il ne faut jamais donner un os, par exemple, disproportionné par rapport à la gueule de l'animal. Il faut toujours imaginer quelle serait la proie que mon animal attraperait dans la nature et essayer de reconstituer cette proie en allant chez le boucher. Voilà. Donc, dans mon livre, ça a l'air un peu complexe comme ça quand je l'explique, parce que ce sont toutes peut-être beaucoup de nouvelles informations pour les auditeurs. Mais quand on lit comment dirais-je, les principes du bar, ça paraît tellement naturel. Et ce que je veux peut-être souligner, c'est que on ne donne pas les poils ou les plumes, etc. Donc ça, on ne fait pas, malgré qu'il y a certains mouvements qui donnent à manger comme ça. Mais bon, moi personnellement, je ne sais pas le faire. Ça serait respecter la nature. Donc ça s'appelle le raw feeding. Oui. Ces gens-là donnent des proies entières. Tiens. Oui. Ah oui. Donc c'est effectivement ce qui serait le plus naturel pour un chat Mm. ou pour un chien. Mais les chiens n'y vont pas spontanément. Ils sont trop proches de nous, donc ils ne font pas ça. Pas tous, du moins. Donc, mais les chats, certaines personnes qui ont des chats nourrissent au raw feeding, donc c'est des proies entières. Alors quand tu dis proie, finalement, mettre la proie sur une assiette ou la mettre C'est un peu ça. découpée, ça revient pas un peu au même ou... Ça dépend des animaux. Mhm. Certains chats apprécient, donc ces personnes-là achètent, se fournissent auprès des marchands qui vendent de la viande pour les os, pour les os, Z2O, pardon. Ouais. Faut pas confondre. Et elles donnent des proies entières, donc ce qui existe sur le marché, et c'est vrai que certains chats apprécient. D'autres, pas du tout. Donc, c'est comme pour nous. Il ne faut pas faire quelque chose avec il ne faut pas faire un dogme, il ne faut pas que ça soit universel. Moi, j'ai vu autant tellement de personnalités différentes, tellement d'attitudes différentes des animaux par rapport à la nourriture. Mais ce qui est essentiel pour moi de respecter, c'est les principes du barf. Donc, vraiment les proportions. Parce que si vous donnez que du muscle, vous allez carencer votre chien. Que des abats, vous allez avoir de la diarrhée. Que des os, il va avoir de la constipation. Donc il faut rester logique. Reconstituer une proie, c'est quoi? C'est prendre plus ou moins les proportions qu'aurait une proie et mettre ça dans la gamelle. Donc mon chien reçoit effectivement un bel os charnu, par exemple. J'ai un petit carlin, un exemple. Elle reçoit une belle petite cuisse de poulet avec du muscle, un peu de cœur, un peu de rein et des légumes. En fait, c'est ça son repas. Et je change. Il n'y a pas vraiment de menu qu'on vous poser la question de savoir s'il y a des menus. Il n'y a pas de menu. Par contre, on change de protéines. C'est ça. Donc, je peux donner une fois du porc, une fois du poulet, une fois... Le cheval, je ne donne pas. Une fois du bœuf, qu'est-ce qu'il y a encore? De la dinde. Oui. Donc, j'intervertis les protéines. Mais le menu, fondamentalement, reste le même. À part la variété de légumes qui diffère, il n'y a pas vraiment de menu. À partir du moment où le principe est de se calquer sur la nature. Maintenant, il y a beaucoup de discussions au sujet des légumes et des chiens. Certains disent pourquoi il y a autant de discussions. C'est parce qu'on dit que dans la nature, le carnivore, donc en l'occurrence les canidés, mangent leur proie sans ingérer le système digestif. Et de là vient beaucoup de discussions au sujet du fait est-ce que les chiens doivent manger des légumes, etc. Donc moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup cherché à ce niveau-là. Donc effectivement, un canidé qui attrape une grosse proie,
ne va pas manger l'intérieur des intestins et de l'estomac, Non. parce que c'est quand même relativement acide. Mais s'il attrape, imaginons, un ratier, un rat, il risque de l'ingérer en entier. Il ne va pas trier. Donc les légumes, oui, il en faut, dans une moindre mesure. Et c'est de là que vient cette divergence. Certains disent qu'il n'en faut pas, certains courants disent qu'il en faut. Donc moi, j'ai fait entre les deux. Je donne 5 à 10% maximum de la ration. C'est ça. Parce qu'il faut quand même des fibres, mais un minimum, mais pas autant qu'un humain. Quelque chose qui va, disons, améliorer le goût ou peut-être le rendre, non, pas forcément. Non, c'est plutôt un apport de fibres, Ouais. mais pas trop. C'est ça. Pourquoi? Parce que le système digestif, les intestins du carnivore et du félidé, du canidé et du félidé est beaucoup plus court que le nôtre. Tout à fait. Donc fibres, oui, mais dans des quantités assez réduites. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a des aliments, par contre, dans justement cette méthode du cru, que tu ne conseillerais pas du tout, par exemple? Des aliments. Des aliments vraiment à ne pas donner, pour pas que les auditeurs fassent un peu n'importe quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des règles strictes, encore une fois, comme tu dis, ou... En ce qui concerne le barf, si vous respectez bien les principes du barf, on peut tout donner en fait. Ouais. À ce niveau-là, on peut tout donner. Ok. Par contre, je mets vraiment une grande réserve au niveau des os. De donner un os, je vais me répéter peut-être, mais j'insiste, proportionné à la gueule de l'animal et à la force de sa mâchoire. Donc je ne donnerai jamais, par exemple, un os porteur d'un bœuf, un fémur, imaginons, ou une ange, même un berger allemand. Pourquoi? Dans la nature, oui, c'est possible qu'il attaque un bœuf, mais il ne pourrait jamais manger cet os. Par contre, il va manger des côtes, vous pourriez donner des côtes de bœuf, des os qu'il peut ingérer. Donc il faut rester logique. Et au niveau des légumes, là aussi, il y a des restrictions. Il y a des légumes qu'on ne donne pas et des fruits qu'on ne donne pas. Pourquoi? Parce que ça ballonne, parce que ça crée des inconforts digestifs, etc. Donc c'est important de rester simple. Mais là, il y a pas mal de littérature sur Internet. Donc il y a de plus en plus d'informations. Et en l'occurrence, 2 sites que j'aime beaucoup, dont je me suis personnellement beaucoup inspirée. Donc c'est barf.com. Il y a Barf Asso également, qui vient d'ouvrir ses portes il y a quelques années. Et il y a le site qui s'intitule Tribu Carnivore. Donc il y a énormément d'informations sur le barf. Et vraiment, il y a le mode d'emploi, il y a comment faire la transition, comment trouver votre assurance intérieure que vous faites, ce qui est juste pour votre animal, parce que vous allez rencontrer un grand défi, c'est le monde professionnel. Certains professionnels fustigent les gens qui donnent une nourriture même pas naturelle, parce que pour moi le naturel et une nourriture adaptée à l'espèce, c'est encore fondamentalement différent. Parce qu'adapté à l'espèce, ça veut vraiment dire tenir compte du système digestif. Naturel, ça peut être très bien des croquettes bio. Donc pour moi, je fais vraiment l'incision entre les deux. Donc effectivement, les professionnels risquent de vous fustiger. J'ai été confrontée à ce problème, et quelque part, c'est ce qui a donné le tremplin à l'écriture de mon livre. Comme pour anecdote, je donnais le cru, le barf à mes chiens, à Oracle en l'occurrence, qui allait de mieux en mieux. Donc je retourne chez la vétérinaire pour un contrôle, pour une prise de sang, et je vois bien qu'elle le regardait, elle ne comprenait pas très bien, donc j'ai rien dit. Et puis elle me dit, vous donnez quoi à manger à vos animaux? Là j'ai un mouvement d'hésitation, parce que je savais que si je lui disais ça, je voulais pas la blesser, parce que je l'aime beaucoup, mais à ce niveau-là, au niveau de la nutrition, on n'était pas d'accord. Donc je lui ai dit, écoutez, je donne cru, je donne le barf. Mon Dieu. Là, j'ai eu droit à tout. Culpabilisation, etc., etc. Et c'est clair que c'était très difficile pour moi, parce que je voyais mon animal qui allait de mieux en mieux, et d'un autre côté, j'avais pas l'aval du professionnel. Et j'ai beaucoup d'affection pour mon vétérinaire, mais là, elle m'a blessée. Je me suis vraiment sentie blessée. Et donc, je suis sortie de cette consultation avec plein de questions, en me disant, oui, elle a peut-être raison, elle a étudié, etc. Ah oui. Parce qu'au niveau professionnel, elle est tip-top, elle a énormément de connaissances, c'est un très bon médecin pour animaux. Mais au niveau de la nutrition, je trouvais qu'elle avait des lacunes. Donc, et je me suis dit que j'allais écrire un livre pour diffuser l'information, que je ne pouvais pas garder cette information pour moi. Des sites étaient déjà mis en place, mais en français, il n'y avait pas de littérature. Donc j'ai voulu faire quelque chose pour les animaux. Et voilà, c'est comme ça que s'est ébauché mon livre. Et alors effectivement, on parlait de ça aussi hors interview, donc il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire, c'est, tu disais que nos amis les bêtes, en fait, avaient leurs dents au chômage. Donc, mais je vais toujours partir de mon expérience, Oui. parce que c'était la base de tout, notre chien Oracle était la base de tout.
Donc, quand il est arrivé, il avait les dents jaunes. Il avait à l'époque 7 ans. Donc, encore une fois, la vétérinaire a dit que c'était normal, etc. Elle a préconisé le détartrage, que je projetais de faire, effectivement. Et puis, donc, ça a coïncidé avec le moment où j'ai commencé le barf. J'ai donné les os charnus. Donc, je me suis aperçue, en fait, que les os charnus... Donc, un os charnu, qu'est-ce que c'est? Je vais préciser peut-être. C'est un os toujours entouré de viande. C'est ça. Contrairement Avec à la un os moelle avec la moelle. Donc, ouais. c'est un os entouré de viande. C'est ça. Donc, quand le chien gruge l'os Mhm. charnu, donc déjà, il va prendre une demi-heure pour manger, parfois plus, ça dépend. Donc, ça va masser toutes ses dents. Et cet os charnu a une action mécanique sur les dents. Quand vous regardez un animal, un chien ou un chat manger des croquettes, il les aspire. Donc, il n'y a pas d'action mécanique sur les dents. Ça, c'est un grand mythe. D'ailleurs, tous les chiens et chats croquettes, excusez-moi, je vais peut-être aller fort, mais ont les dents jaunes, ont un problème aux dents à un moment donné. Du tartre. Au minimum du tartre, une gingivite. Mhm. Moi, j'ai vu pire. J'ai vu dans mes clients, j'ai vu un chien avec une dent qui avait percé le palais. Donc, c'est des souffrances atroces pour les animaux. Et à partir du moment où ils mangent une nourriture adaptée à leur espèce, avec en l'occurrence les os charnus, il y a vraiment une action mécanique et ça leur donne, je veux dire, une parfaite hygiène dentaire. Maintenant, j'ajoute à cela qu'il y a les pathologies des gencives et des dents inhérentes à chaque être, et ça, tous les plus beaux os charnus du monde ne vont pas les enlever. Mais vous avez beaucoup de chance de mettre beaucoup comment dirais-je, de facteurs en votre faveur en nourrissant votre animal avec le régime adapté à son espèce. Il y a beaucoup de maladies qui sont évitées, réduites, ou alors qui disparaissent carrément en nourrissant de façon physiologique. Moi, je ne dis pas naturelle, je dis physiologique. Pour moi, c'est vraiment important de le dire. Et alors, le système immunitaire est boosté. Vos animaux tomberont moins souvent malades. Ils vieilliront beaucoup moins vite. Moi, j'ai vu les animaux au même âge. C'était surprenant au niveau de la vitalité, etc. Un animal nourri croquettes et un animal, ou industriel, on va dire industriel, pour ne pas blâmer les croquettes, et un animal nourri de façon physiologique. Mais c'est troublant, la différence. Et quand ils vieillissent beaucoup mieux et ils meurent quand le moment arrive. Les souffrances sont beaucoup moins fortes. Oracle est décédé à 14 ans, c'était un boxer, donc c'est déjà pas mal. Il était déjà malade quand on l'a eu, ça c'est clair. Mais quand il est décédé, c'était tout doux. C'était tout doux. Et ça, je l'avais lu. Le docteur Tom Lonsdale, il explique dans son livre, je vous invite vraiment à lire son livre, il explique effectivement que le moment venu, comme il y a moins de maladies débilitantes, les animaux meurent de façon plus paisible. Il n'y a pas toutes ces souffrances, etc. Ou beaucoup, beaucoup moins. Parce qu'il n'y a pas toutes ces maladies dégénératives. Ou beaucoup, beaucoup moins. Je ne veux pas... Comment dirais-je, faire en sorte que ma parole soit universelle, Non, mais je constate par moi-même qu'il y a beaucoup de choses qui sont évitées parce qu'ils ont un bon système immunitaire, ils ont une bonne hygiène de vie, les émonctoires fonctionnent convenablement. Enfin, essayez, c'est merveilleux. J'ai envie de vous dire essayez. J'ai que ça à dire. Moi le barf, je le vis. Il n'y a personne qui pourra... Et justement, quand tu dis tu le vis, alors par rapport à tes clients finalement, qui sont les animaux quelque part, toi tu m'as dit aussi que ça changeait le comportement chez la personne, je pense, chez le maître du chien ou chez le maître, l'accompagnant, le compagnon, je préfère aussi. Ouais. Mais si je veux me permettre, je vais encore parler je vais partir de ma propre expérience. Bien sûr. Et puis évidemment, après j'ai diffusé l'information auprès de mon entourage, etc. Quand j'ai changé la nourriture d'Oracle, donc j'étais bien consciente que pour être en santé, il fallait une nourriture physiologique, donc adaptée à l'espèce. Et je me suis posé la question, j'ai dit, ok, maintenant je fais bien pour mes chiens et pour mes chats, ils sont en bonne santé. Et moi, parce que j'étais un peu déglinguée. J'avais trop de poids à mon goût, j'avais des petites douleurs à droite à gauche, enfin je me sentais pas au top, j'avais pas beaucoup d'énergie. Et j'ai commencé à lire, et encore une fois, il y avait plus d'informations sur les sites anglais, enfin ça a changé depuis lors, c'était en 2009. Il y avait plus d'informations à l'époque en anglais, donc j'ai lu énormément en anglais, j'ai fait revenir des livres, etc. Et je me suis aperçue en fait que on est plus fait pour manger des végétaux. Et
très peu ou pas du tout de viande. Donc ça dépend encore des courants. Donc il y a le paléo, etc. Donc là, je ne vais pas rentrer dans des discussions. Mais certainement pas autant de viande que nous mangeons actuellement, pas autant de protéines, pas autant de produits animaliers que nous mangeons actuellement. Et c'est vrai que moi qui étais une grande accro, pas de la viande, mais des produits laitiers, en l'occurrence du lait, du fromage, je me suis aperçue que j'étais vraiment accro. J'ai très difficile de m'en sevrer. Pour moi, c'était le plus difficile. Et puis, au fil de mes lectures, j'ai fait une transition lente. J'ai supprimé un aliment, mais je l'ai remplacé par un autre, de plus sain. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans. J'ai perdu du poids. Je n'ai jamais fait régime. J'ai perdu du poids. Je crois que j'ai le poids que je dois avoir. Et je me sentais de mieux en mieux dans ma peau. Mes petits bobos ont disparu. Et je me suis aperçue, mais oui, c'est important de manger en fonction de sa physiologie. Et malheureusement, à l'heure actuelle, dans le monde industriel dans lequel on vit, et par le manque de temps, etc., on a tendance à aller vers le plus facile, pour le fast-food et les croquettes, et tout ce qui est industriel pour les animaux, ça fait partie de ça. Donc, nos animaux, ils ne sont pas mieux lotis que nous, et vice-versa. Il faut leur donner une chance de se nourrir, parce qu'ils sont quand même dépendants de nous, Exactement. en tout cas dans ce monde-ci. Et je pense qu'il faut leur donner la chance de se nourrir d'une meilleure manière, quoi. Exactement. Moi, je me suis aperçue que nos animaux, comme tu viens de le dire, nos animaux sont dépendants de nous, ils sont tributaires de nous, et quelque part, ils sont soumis à un mode de vie, il faut bien le dire, qui est artificiel. Et donc, mon objectif était vraiment de leur offrir le plus que je pouvais en tant qu'humain pour répondre aux besoins liés à leur espèce. Donc, il y a bien sûr les promenades pour un chien. Quand on sait où si le chat sait sortir, c'est l'idéal, mais je sais que ce n'est pas toujours possible, ou du moins de lui offrir des activités où il peut dépenser son énergie, parce que le chien aussi accumule énormément d'énergie en vivant confiné. Donc je pense qu'il y a moyen de trouver des alternatives du mieux qu'on peut pour pallier à ça. Je sais que ce n'est pas facile, j'ai pas mal de clients qui ont des chats en appartement, et il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et de répondre, donc, comme je disais, répondre aux besoins physiologiques des chiens et des chats. Mes chiens, maintenant, on fait de l'exercice, je leur permets qu'ils s'éclatent, je fais du vélo avec eux, donc, parce qu'ils ont énormément d'énergie, donc il faut leur permettre de sortir tout ça. Ils sont nourris de façon physiologique, ils sont éduqués, là j'ajoute de façon naturelle, c'est-à-dire qu'on a découvert, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais une méthode naturelle pour éduquer les chiens. Donc dans notre vie, même si on n'est pas au top, peut-être qu'on ne sera jamais, mais mon mari et moi et notre famille, on met de plus en plus de choses en place pour respecter les besoins de chaque espèce. Les nôtres, celles de nos animaux, et pour vivre dans un accord le plus harmonieux possible et pour qu'il y ait une bonne cohabitation où chacun trouve sa place pour être heureux, tout simplement. Alors toi, tu es par contre l'auteur, donc comme tu le disais, d'un livre, on peut le montrer je pense, qui s'appelle Stop à la malbouffe, Stop à la malbouffe croquette. Donc, donc tu as écrit ce bouquin effectivement avec tes recherches, avec tout ton cœur. Et donc comment est-ce qu'on peut se procurer ce livre ? Ce livre, donc chez tous les libraires francophones. D'accord. Voilà, puis bon, il y a le filière internet, hein, je la cite. Et puis vous pouvez vous adresser à mon site. Sur mon site, j'ai un site. Et là, moi je propose, pour diffuser l'information, je fais 10%. Si vous passez par mon site, pour acheter le livre, je vous offre 10%. Voilà, moi mon objectif c'est de diffuser l'information, d'aider les animaux. Et je vais employer de grands mots, mais tant pis. Mais j'ai vu des miracles s'accomplir en changeant de nourriture. Il y a quelques inconvénients, effectivement. Pour le compagnon humain, ça va prendre de votre temps. Vous allez devoir vous investir un peu plus. Mais une fois que vous verrez les résultats sur vos animaux, plus jamais vous ne pourrez venir en arrière. Ce ne sera plus possible. C'est troublant. C'est troublant. Et je vais dire merci à Oracle. Merci. C'est lui l'initiateur. Et moi, je vais te dire merci aussi, Sylvia, parce que c'était une fabuleuse interview et puis surtout une belle information à passer à tout le monde. Et puis, comme tu le dis, et comme on le dit à chaque fois je le dis, je le répéterai jamais assez, faites votre propre recherche,
essayez, ça ne coûte rien, hein, ma foi. C'est vrai que l'alimentation industrielle est très très chère, et puis enfin, elle revient de plus en plus chère. Je pense qu'économiquement, ça devient plus ou moins intenable, et un morceau de viande crue ne vaut pas beaucoup plus cher. Donc si vous pouvez faire plaisir à votre chat, à votre chien, à votre animal, quel qu'il soit, je pense que voilà, du moment qu'il est carnivore bien sûr. Donc voilà, faites ce pas, essayez, et puis vous en direz des nouvelles à Sylvia, Oui. j'espère. Sur mon site, il y a, pour les personnes qui seraient un peu dubitatives, sur mon site, il y a tous les témoignages de personnes au fil des années. Donc vous verrez, ça ne vient pas de moi, les expériences des gens, leurs doutes, leurs questionnements, mais j'ai envie de vous dire, c'est possible de le faire. Allez-y, ça vaut la peine. Oui. Merci Sylvia, merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite un bon retour. Je crois que tu es de la région de Philippeville, hein, c'est ça, hein. Comme ça, on le dit aussi aux auditeurs, parce que voilà, pour ceux qui seraient dans la région. Merci Et pour puis, nous avoir- et puis, comme je vous dis, à bientôt en vous donnant rendez-vous sur une autre interview et sur les sentiers du réel. Au revoir Sylvia. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.